Il fut un temps où on pensait que pour s'asseoir à cet endroit, aux commandes de cet appareil, il fallait être suicidaire. Cet avion était surnommé le faiseur de veuves et l'expression « un par jour » dans la baie de Tampa était devenue courante. Cet appareil était considéré comme un tueur de pilotes. 4 enquêtes officielles différentes ont envisagé l'abandon du projet, mais il y a survécu et il a fini par avoir une excellente réputation. Au-delà de sa mauvaise réputation du début, le Martin B-26 Marauder doit être pris pour ce qu'il était exactement, le meilleur bombardier intermédiaire de son époque. Le B-26 a décollé pour la première fois le 25 novembre 1940. C'était un avion aux lignes fluides et à l'allure moderne. Le premier bombardier américain monoplan remontait à 9 ans. C'était le Boeing B-9 qui avait un équipage de 4 personnes installé dans un cockpit ouvert. Il avait volé pour la première fois le 29 avril 1931. Il pouvait transporter à peu près 1 tonne de bombes sur une distance de 800 km. Sa vitesse de croisière était de 210 km/h. Sa vitesse maximum, 265 km/h. Ces dernières versions étaient encore plus rapides, mais les premières volaient déjà 80 km/h plus vite que les biplans qu'ils remplaçaient. Ce monoplan, tout métal de Boeing, était l'ancêtre des bombardiers de la Deuxième Guerre, mais il ne sera construit qu'un petit nombre d'exemplaires. En 1932, les États-Unis, avec le soutien de la majorité des nations, ont proposé à la conférence mondiale sur le désarmement l'abandon des bombardiers. Au même moment, la société Martin en fabriquait un nouveau qui allait éclipser le B-9. C'était aussi l'époque de la montée du nazisme. Mussolini était au pouvoir depuis 8 ans et les Japonais étaient à l'affût d'un empire. L'équipage de ce nouveau B-10 était installé à l'intérieur. Le B-10 avait une tourelle rotative, des volets, des freins sur ses trains d'atterrissage principaux et une hélice à pas variable. Il pouvait emporter dans sa soute à bombe intégrée 1 tonne de bombes à près de 350 km/h, c'est-à-dire plus vite que les avions de chasse de l'époque. Aujourd'hui, le B-10 a encore une allure moderne, alors que le B-9 semble remonter à une époque beaucoup plus ancienne, et pourtant, ils ont à peine plus d'1 an d'écart. Le B-10 était capable d'opérer dans les conditions les plus difficiles. Il était l'application des nouvelles stratégies, selon lesquelles, dans une guerre totale, la puissance de l'aviation était indispensable en permanence. À son apparition, le B-10 disposait de toutes les innovations existantes. Il était l'incarnation d'études récentes sur la réduction de traînées, aussi bien que sur l'utilisation du bombardement à des fins stratégiques. Le pas en avant que représentait cet avion a eu pour résultat de renvoyer tous les autres ingénieurs à leur table à dessin.
C'était le bombardier le plus moderne au monde et la société Martin en était fière à juste titre. La société avait depuis longtemps comme slogan « Martin construit des bombardiers ». Ces différentes versions ont été équipées de plusieurs types de moteurs. L'appareil de base a donné naissance à un grand nombre d'évolutions. Il y a même eu, pour séduire la Navy, une version avec flotteur. Mais l'appareil Martin, qui était révolutionnaire à son apparition, était dépassé quand la guerre a éclaté. Les derniers B-10 volaient à vide à plus de 400 km/h et avaient un rayon d'action de plus de 3000 km. Mais il y avait le Boeing B-17 qui, à sa sortie en 1938, pouvait en faire autant, mais en emportant près de 2 tonnes de bombes. L'armement du B-10 était léger, sa capacité d'emport limitée. L'avion Martin n'était pas comparable au bombardier bimoteur qui l'a remplacé quand la guerre a éclaté. Le B-18 de Douglas, lui, avait terminé deuxième de la compétition remportée par le B-17, mais pour des raisons économiques, il s'est taillé la part du lion des commandes dans les années qui ont suivi. Pourtant, ses performances n'étaient pas supérieures à celles du B-10. Avec un blindage renforcé, il était incapable de dépasser 350 km/h. Sa capacité d'emport de bombes et son rayon d'action étaient inférieurs à ceux de l'avion qu'il remplaçait. Ses performances étaient insuffisantes. Sa charge et son armement défensif n'atteignaient pas ceux des appareils européens de l'époque. En vérité, les États-Unis manquaient d'un bombardier intermédiaire efficace. Le Martin Maryland était un des projets de bombardier d'attaque bimoteur qui avait participé à l'appel d'offres de 1938 et qui n'avait pas été retenu. Il avait été acheté par les Français et les Anglais. Une fois modifié, à la demande des Britanniques, il est devenu en 1940 le Baltimore. Il sera fabriqué jusqu'en 1944 et utilisé en Méditerranée. Conçu 6 ans après le B-18 et profitant des premières leçons de la guerre, le Baltimore, comme le Maryland original, volait à près de 500 km/h. Il pouvait emporter environ 500 kg de bombes et il avait une puissance de feu redoutable. Mais il n'a jamais eu les faveurs de l'Air Force. Alors que le Maryland et ensuite le Baltimore avaient été homologués en Europe, les stratèges américains ont lancé en janvier 1939 un appel d'offres pour un nouveau bombardier intermédiaire rapide, à grand rayon d'action et avec une capacité d'emport de bombes de 1000 kg. Sa charge sur voilure n'était pas précisée, mais compte tenu des performances exigées, elle devait être élevée. Il en allait de même pour sa vitesse à l'atterrissage et au décollage. Ce devait être un appareil comparable en performance et en dimension au Baltimore, mais capable d'emporter 2 fois plus de bombes avec un équipage 2 fois plus nombreux. La guerre menaçait et on savait que ce serait un conflit dur. On savait qu'on aurait besoin d'un appareil très supérieur à ceux qui existaient. Des appareils capables de reprendre le leadership détenu autrefois par le B-10, des appareils qui complètent l'arsenal de bombardiers lourds déjà existants ou en projet. Martin Peyton Magruder a conçu un appareil qui avait la forme d'un cigare avec de petites ailes et des moteurs suffisamment puissants. Son appareil a tout de suite semblé convenir. Il avait un équipage de 5 personnes, un navigateur, un pilote, un bombardier et 2 mitrailleurs. Il transportait 1500 kg de bombes à 500 km/h. Sa capacité d'emport était 3 fois supérieure à celle du Baltimore
Mais ses dimensions étaient à peine plus grandes et ses performances espérées en faisaient le vainqueur incontestable de la compétition. Compte tenu de la gravité de la situation internationale et de la réputation de Martin, l'Air Force l'a commandé sur plan. Il ne devait pas y avoir de prototype. Le premier appareil fabriqué devait être déployé. 201 exemplaires sont commandés en septembre 1939. La société Martin avait été fondée en 1909. Elle avait une très bonne réputation et un personnel très qualifié. Mais la façon dont on construit normalement les prototypes, c'est-à-dire à la main, ne convenait pas. Il fallait aller plus vite et le fabriquer en série. Les premiers exemplaires ont volé pour la première fois le 25 novembre 1940. Ils seront homologués en février 1941. Comme le B-10, ils représentaient ce qu'il y avait de mieux techniquement. Une vingtaine de ces caractéristiques étaient complètement nouvelles. Mais le Marauder ne ressemblait déjà plus au concept d'origine, il avait été alourdi. Avec un poids brut de 12 tonnes, sa charge sur voilure était très élevée, et ce chiffre n'a cessé de grimper par la suite. Le Marauder était un appareil robuste avec un fuselage semi-monocoque construit en 3 parties. Il y a eu quelques problèmes avec certains de ses composants, en particulier ses hélices Curtiss à pas variables réglées électriquement. Mais la qualité de fabrication chez Martin atteignait des standards très élevés. Les ingénieurs ont continué de travailler sur les premiers exemplaires en cours de fabrication en même temps que les ouvriers les assemblaient. L'équipage était passé de 5 à 7 personnes avec un deuxième pilote et un radio. Les ordres de commande continuaient d'arriver, la fabrication des Baltimore s'est poursuivie pour les Britanniques et la Navy, elle, a commandé des hydravions. Il a alors fallu plus de place et une nouvelle usine a été construite à Omaha. Le Marauder devait être armé de 2 canons de 50 installés pour la première fois sur un bombardier américain dans une tourelle supérieure motorisée. Dans sa queue, il avait une mitrailleuse manuelle et à l'avant une mitrailleuse de 0,3 installée dans son nez en plexiglas. Comme sur tous les bombardiers, les mitrailleuses permettaient d'abattre des appareils ennemis, mais elles ne constituaient pas des défenses suffisantes. On lui a régulièrement ajouté des canons et les Marauders standards suivants en avaient 11 de 50. L'intérieur, rempli d'équipements, était austère et fonctionnel. Pour son équipage de 7 hommes, c'était un engin de guerre moderne, sans aucune fioriture. Sa production a été lancée sans l'étape intermédiaire des prototypes.
En dépit d'obstacles qui paraissaient insurmontables, la fabrication s'est poursuivie sans interruption jusqu'à la sortie du dernier B-26 en 1945. Les premiers appareils fabriqués ont été attribués au 22e groupe de bombardement. Cette formation, constituée 2 ans plus tôt, avait de l'expérience. Le Marauder a été mis en service pratiquement sans cérémonie. Il a été très vite déployé dans le Pacifique après Pearl Harbor. Il a commencé par participer à la campagne de Nouvelle-Guinée à partir de l'Australie. Les missions se faisaient sans escorte et sur de longues distances. Ils ont souvent été touchés, mais ils encaissaient facilement. Voici comment s'est terminé le dernier vol du 3e Marauder fabriqué. Le 22e groupe, qui était constitué de pilotes expérimentés avec un esprit de corps développé, était une unité très efficace. Ils avaient accueilli leur Marauder avec enthousiasme et ils sont devenus de plus en plus élogieux à leur égard au fur et à mesure qu'ils ont eu à combattre dessus. Ils ont très vite été persuadés que leurs appareils étaient les meilleurs. La vie des équipages qui avaient volé dessus en situation de combat allait être très important dans les mois à venir, car aux États-Unis, le Marauder commençait à avoir une réputation bien différente. Des pilotes à l'entraînement se tuaient sur leur B-26. La base d'entraînement de MacDill en Floride a perdu jusqu'à 1 appareil par jour dans la baie de Tampa. Pour être exact, la moyenne était d'environ 1 par semaine. Mais il était clair qu'il y avait un sérieux problème. Certains réclamaient l'abandon pur et simple du projet. C'était un engin pointu qui avait besoin de pilotes bien entraînés, mais c'est pendant ces entraînements que le Marauder a été surnommé le cercueil volant. Même très chargé, le Marauder, aux mains d'un pilote expérimenté, volait impeccablement. Il avait été mis en service quand l'armée de l'air était en pleine expansion. Beaucoup de pilotes et d'instructeurs ne savaient rien ou à peu près rien des avions bimoteurs. Passer d'un appareil d'entraînement facile au Marauder capricieux et puissant
c'était trop demandé aux nouvelles recrues. Sans l'enthousiasme des équipages qui volaient au combat sur cet appareil, la première commission d'enquête aurait arrêté ce projet en 1942. Mais en plus de ces résultats dans le Pacifique, il y a eu les campagnes d'Afrique du Nord. Les Britanniques en avaient reçu quelques exemplaires et ils les considéraient comme adaptés à une utilisation tactique. Ils les ont déployés dans le désert, les équipages ont été convaincus par leurs appareils et ils l'ont rapidement fait savoir. Les B-26 ont commencé à opérer alors que les contre-attaques allemandes se faisaient de moins en moins pressantes. Ils ont été utilisés comme bombardiers, mais aussi comme chasseurs d'interception contre les avions de transport géants allemands qu'ils envoyaient au fond de l'eau avec leur cargaison. Les maraudeurs harcelaient les premières lignes ennemies et désorganisaient leur ravitaillement. C'est par manque de matériel que les forces de l'Axe n'ont plus été en mesure de résister. Certaines unités allemandes se sont battues jusqu'au bout, mais quand les Alliés ont eu le contrôle du ciel, l'Afrika Korps n'a plus été capable de se défendre. Le départ des troupes de l'Axe du continent africain a été fêté par les Français. Les terrains d'aviation allemands étaient devenus de véritables cimetières pour les appareils de la Luftwaffe. Les épaves témoignaient de l'efficacité du bombardement tactique. Pendant ce temps, aux États-Unis, les enquêtes sur les taux d'accidents à l'entraînement se poursuivaient. L'appareil a été modifié encore une fois avec une voilure plus importante pour diminuer sa vitesse à l'atterrissage. Le gain obtenu était marginal pour un alourdissement important. Mais en même temps que sa voilure a été agrandie, son poids a été augmenté et sa charge sur voilure n'a pas été améliorée. Elle était désormais de 260 kg par mètre carré. Le Marauder pesait près de 17 tonnes. En même temps qu'une nouvelle voilure, le Marauder avait reçu des nacelles de canon extérieurs et encore d'autres innovations. Chacune de ces transformations était évaluée par un pilote d'essai. Il faisait particulièrement attention à son comportement à l'atterrissage et au décollage. Aux mains de pilotes expérimentés, le B-26 avait un bon comportement, même avec près de 5 tonnes de plus que prévu à l'origine. Et les équipages adoraient toujours leurs maraudeurs.
Les pilotes d'essai, qui étaient tous de très bons aviateurs, aimaient le B-26. Les pilotes d'essai ont fini par avoir une très grande habitude des B-26 et certains les ont testés à Wright-Patterson comme avion de chasse. Aux États-Unis, en même temps que la polémique sur sa sécurité se poursuivait, la fabrication continuait à l'usine Martin. Le nombre de B-26 déployés augmentait sans cesse. Dans le Pacifique, ils seront remplacés par des appareils à plus grand rayon d'action et envoyés en Europe. Les Marauders ont été à nouveau mis en cause après leur deuxième mission opérée à partir de la Grande-Bretagne. Tous les appareils avaient été perdus, abattus par la DCA ou par la chasse allemande ou victimes de collisions. Mais comme à chaque fois, ces critiques ont été balayées. À tête froide, on s'est aperçu de leur qualité. Leur utilisation s'est poursuivie, même si pendant un certain temps, ils n'ont plus été employés à basse altitude. Une fois la catastrophe oubliée, les équipages ont réutilisé leurs maraudeurs pour des missions difficiles. Sa réputation s'est améliorée et le B-26 a fait ses preuves au combat. Même si son lancement en fabrication et sa mise en service se sont faits dans la précipitation, Martin a consacré beaucoup de temps à cet appareil qui a bénéficié de toute son expérience. L'augmentation de son poids avait provoqué toute une série d'accidents suite à des défaillances du train d'atterrissage qui a été renforcé. On a procédé pendant des heures et des heures à des essais de nouvelles jambes sur le bombardier Uday. Tous ces composants étaient ainsi testés, même si ce n'était pas toujours d'une façon aussi bizarre. Ces essais ont servi à déterminer la bonne inclinaison pour les roues. Ces ailes, de sinistre réputation, n'avaient pas été choisies au hasard. Elles sont le résultat de calculs précis et avec une marge de sécurité. S'il y avait eu un vice au départ, l'avion n'aurait jamais décollé avec des charges pourtant de plus en plus lourdes. Les calculs faits à l'origine se sont avérés exacts. Cet avion demandait beaucoup, mais il était sûr et fiable. Un programme d'essai ne sert pas à grand-chose s'il se déroule dans les conditions les plus favorables. Sur les avions, on procède souvent à des essais jusqu'à la rupture d'une pièce. Pendant ces tests, on va jusqu'à faire plier les ailes. Les composants subissaient en laboratoire des tests particulièrement sévères. Chaque élément de l'avion était le résultat d'un choix voulu et logique. Il fallait parfois en passer par un compromis,
Mais le but des ingénieurs était toujours d'arriver aux meilleures performances possibles. Quand un avion a de petites ailes, cela demande beaucoup plus d'attention de la part de son pilote, en particulier à l'entraînement. Le constructeur a fait tout son possible pour protéger au mieux l'équipage. Différents types de vitres blindées ont été testés. En revanche, il n'y avait aucune façon de protéger les équipages contre les conséquences de l'expansion très rapide de l'Air Force, ni contre l'intolérance de cet appareil aux fausses manœuvres. Des pilotes, des équipages au sol et des mécaniciens insuffisamment entraînés sont en partie à l'origine des crashs. Une fois les unités réorganisées, le nombre des accidents a diminué et tous ceux qui se battaient sur B-26 ont continué de l'apprécier. La 9e Air Force s'en est aussi servie pour détruire des voies de communication. Protégés par la chasse, les 8 groupes de B-26 de la 9e procédaient à des attaques de haute précision à moyenne altitude. La Luftwaffe était de plus en plus paralysée et ne pouvait pas faire grand-chose pour stopper la destruction des routes dans tous les territoires occupés. Les Alliés avaient de plus en plus souvent l'avantage. Le constructeur du Marauder avait aussi fabriqué en 1918 le premier bombardier conçu aux États-Unis. Les gens de chez Martin étaient fiers de leur passé et ils ont été blessés par les critiques à l'encontre de leur B-26. Le personnel, très qualifié, d'une grande valeur, avait l'habitude de fabriquer des avions exceptionnels et on peut dire que tout au long de son histoire, ce constructeur a sorti des appareils révolutionnaires mais utilisables, efficaces et bien construits. Avec le rationnement du carburant, la société a dû organiser elle-même le transport de son personnel avec des voitures partagées à plusieurs et avec des transports en commun. C'est à ce genre d'arrangement pour le transport qu'on ressentait la guerre aux États-Unis. Un autre signe était le nombre de femmes dans les usines d'armement. La jupe a même fait son apparition dans les uniformes des services de sécurité du constructeur. Une forte proportion des postes étaient occupés par des femmes. C'étaient des instructeurs militaires qui les formaient.
système de prime au rendement était mis en place pour améliorer la productivité. Tout cela était particulièrement bien organisé pour inciter les travailleurs à faire des efforts et pour soutenir leur morale. Il y avait chaque année à l'usine une journée portes ouvertes. La foule présente donne une idée de la taille de la société. En 1943, au moment de ce discours de Glenn Martin, l'essentiel des problèmes qu'avait rencontré le maraudeur était déjà surmonté. La dernière transformation pour diminuer sa vitesse à l'atterrissage a été une modification de l'angle d'incidence de ses ailes. Cela ramenait sa vitesse maximum à 430 km/h, mais cela l'a aussi rendu plus sûr. Les modèles G et F sont entrés en service à la fin de l'année 43. Pendant la fête, il était impossible de ne pas penser au travail au milieu de tous ces appareils. En Europe, avec l'expérience, les B-26 sont devenus de plus en plus efficaces. Ils ont opéré au total 129 943 sorties et largué 169 382 tonnes de bombes. Il n'y a eu que 900 appareils perdus au combat, ce qui représente un taux de perte de moins de 1%. Les mitrailleurs à bord des B-26 ont été crédités de 402 appareils ennemis abattus. Avec le reste de l'aviation américaine et alliée, les maraudeurs ont divisé le Reich en zones isolées, incapables de communiquer entre elles. En pilonnant l'Allemagne, les maraudeurs ont préparé l'invasion alliée et ouvert la voie de Berlin.
Marauders étaient appréciés par les pilotes de nombreuses armées de l'air. Les Britanniques et l'US Navy en ont acheté quelques-uns, de même que la France, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Canada et la Grèce. Il y a aussi eu une version reconnaissance photo du Marauder. D'autres ont été équipés de cibles remorquées pour l'entraînement. Il a été le premier appareil de l'US Air Force utilisé de nuit en Europe. Il a fini par être accepté par tous et par avoir une bonne réputation, mais pour y arriver, il a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. L'histoire du Marauder s'est terminée le 30 mars 1945, le jour où la fabrication s'est arrêtée. À cette occasion, il y a eu une courte allocution de M. Martin et quelques photos. Le dernier Marauder s'appelait Thailand Charlie. C'était un modèle TB26G25MA. Cette appellation compliquée donne une idée du nombre de types et de sous-types qui ont vu le jour en seulement 3 ans et demi. Thailand Charlie était une version entraînement du Marauder équipée pour le remorquage de cibles. L'avant-dernier Marauder fabriqué, qui s'appelait Middle River Storm Jump et dont l'appellation exacte était XB26H, a servi aux essais d'un nouveau train d'atterrissage révolutionnaire développé pour le Boeing B-47 Stratojet. Son train d'atterrissage standard avait été remplacé par 2 roues en tandem, rétractables dans son fuselage, et par des roues balancines installées dans ses nacelles moteurs à la place de son train d'origine. Son fuselage avait été renforcé pour résister à la charge de son nouveau train d'atterrissage. Les essais en ont été interrompus car ce système tenait du bricolage.
Il avait été réalisé à partir de pièces de B-26 et de B-17 et il n'a pas résisté à certaines manœuvres un peu trop brutales. Mais d'une certaine façon, Middle Rivers Tom John a participé à la mise au point de la nouvelle génération d'avions, celle des appareils à réaction qui ont rendu périmé tout l'arsenal de la Deuxième Guerre mondiale. Une partie des bombardiers de la Deuxième Guerre ont été réutilisés comme appareils civils. Le B-26 avait été réhabilité, mais il traînait encore derrière lui sa mauvaise réputation, et comme il coûtait plus cher à fabriquer que d'autres appareils, tels que le Mitchell de North American, il a disparu brutalement. On a eu l'impression que des milliers d'appareils s'étaient transformés en un jour en lingots d'aluminium. Ils ont été détruits encore plus vite qu'ils n'étaient apparus. La France l'a utilisé jusqu'en 1947, mais ensuite il a complètement disparu du ciel. Le Marauder était de conception robuste, il pouvait en encaisser beaucoup. Son rôle pendant la guerre a été souvent méconnu, même s'il a été parfois de première importance. Il détient le plus faible taux de perte des appareils américains utilisés en Europe, même si des équipages de B-26 ont payé de leur vie le prix de la victoire. Un grand nombre d'aviateurs doivent leur survie aux qualités de leur Marauder et ils sont encore nombreux à être persuadés que leur appareil était le meilleur. Un bon entraînement des équipages et du personnel au sol et un meilleur contrôle des pièces fabriquées par les sous-traitants lui ont permis de surmonter sa mauvaise réputation. Cela lui a permis d'échapper au surnom qu'il avait eu au début, faiseur de veuves. Même s'il n'était pas parfait, il n'y a aucun doute que le B-26 Marauder ait sa place parmi les meilleurs appareils de la Seconde Guerre mondiale.